Alors je vais vous retourner tout de suite vers cette professeure de français qui nous a aidé à préparer cette émission avec donc des élèves de première. Comment avez-vous procédé à la répartition des livres, des films? J'imagine que tout le monde se précipite plutôt pour aller voir le film que pour lire des livres. Pas vraiment. En fait, j'ai laissé plutôt naturellement se constituer les équipes en forçant un peu certains, à vrai dire. Pour les spectacles, en effet, contrairement à ce qu'on pense, ça n'a pas été très évident. Il a vraiment fallu imposer les choix, étant donné qu'ils ne savaient pas ce qu'ils allaient voir. Et après 1 à 2 semaines de temps de lecture, nous avons constitué, donc chaque équipe a présenté son ouvrage ou son film à l'ensemble de la classe. Et nous avons pu travailler ensemble sur les questions et partager ainsi toutes les réflections enrichissantes par rapport aux œuvres présentées. Eh bien, on va voir ce que ça donne. Louise Monod, en attendant qu'Elsa Zilberstein nous rejoigne, vous êtes à l'affiche d'un film délicieuse comédie qui s'appelle Plan de table. Vous avez eu déjà dans votre jeune existence à subir des plans de table dans les dîners qui ne vous étaient pas favorables ou au contraire qui étaient trop Déjà, j'ai pas suivi de mariage, voilà. Pas le mien en tout cas. Et non, pas vraiment. J'ai eu pas mal de chance, je pense, sur la plan de table. Vous jouez quelquefois à ce jeu, je ne sais pas, que tous les amoureux, auquel tous les amoureux ont joué, c'est de dire ah là là, si je n'avais pas été là 5 minutes avant, on ne se serait pas rencontrés, etc. Si, on dit avec des styles, on fera le monde, c'est vrai. Et au cinéma, on peut le faire, c'est l'avantage. Alors Antoine Lorrain, c'est aussi une question de plan de table dans votre roman Le Chapeau de Mitterrand, parce que l'histoire est en 2 mots, celle d'un homme qui est assis à la brasserie Libre et qui par hasard devient le voisin de table de François Mitterrand quand il est président de la République, et Mitterrand oublie son chapeau. Et il va récupérer ce chapeau, et ce chapeau va fonctionner comme une sorte de mistigris, c'est-à-dire qu'il va le porter, sa vie va en être transformée, mais il va le perdre, et ce chapeau, comme une sorte de talisman, va modifier l'existence de tous ceux qui ont eu à le porter. Ça veut dire que vous êtes sensible aussi au plan de table, même au hasard? Oui, c'est un plan de table dans la vie. Effectivement, oui, cette idée-là fonctionne également pour le chapeau de Mitterrand, c'est-à-dire que chaque personne qui a le chapeau aurait pu va l'avoir en main. Et oui, c'est une théorie de probabilité, en fait, ce sont des univers parallèles. Donc c'est un peu ça, la littérature et le cinéma scrutent des sortes d'univers parallèles, des univers potentiels. Daniela Ferrière, par exemple, un musicien qui se retrouve à Montréal, c'est-à-dire en gros qui fait l'expérience de vivre dans un congélateur. Je crois que c'est l'image que vous avez à un moment donné. Ça aussi, c'est imprévu. Oh non, c'est plus difficile ça. Il faut avoir une dictature, et il faut être contre les dictateurs, il faut le prouver. Et alors là, on a gagné le boulot, on peut aller vivre sur une banquise. On peut aller se geler, c'est ça. Mais vous y êtes déjà sur la C'est tout là. Et le choix du titre. Chronique de la dérive douce, moi je les titre souvent des années avant de faire le livre. Pour moi, dès que j'ai un titre... C'est Dérive douce, moi, qui m'a interpellé. Mais quand on a 23 ans, on arrive dans une nouvelle ville. Et oui, on peut parler de dérive douce, mais si j'avais 50 ans, j'avais plein d'enfants, j'arrivais en exil, ce serait plutôt une dérive amère. Il y a une forte communauté haïtienne au Québec, au Canada en général et au Québec. Non, surtout au Québec. Et c'est la francophonie qui fait la francophonie en grande majorité à Montréal. C'est une communauté assez bien constituée, avec plein de gens, de toutes les fonctions possibles. Mais pas de toutes les couleurs, hein, puisque votre premier truc, c'est quand même, à la fois il fait tout blanc parce qu'il fait froid et qu'il y a de la neige, et en plus il n'y a que des blancs. Ah ouais. C'est toujours comme ça. Hein. J'arrive à Montréal, je trouve qu'il y a trop de blanc. Et l'accent vous a pas gêné? Ah non, pas du tout. En fait, l'accent, on a tous un accent. J'aime bien les diverses musiques des gens.
ça reste un bon souvenir ou pas? Ah, mais magnifique. Parce que le livre est quand même extrêmement chaleureux finalement. Non, magnifique. Magnifique. Et si les dictateurs savaient cela, ils n'exileraient plus les gens. Pour moi, c'est ça pour ce voyage. Amandine Cornette de Saint-Cyr, Les dents de ma mère, et avec le petit jeu de mots, c'est vrai que c'est une sorte de pamphlet, alors affectueux évidemment, sur la tyrannie d'une mère. Donc la première question qu'on a envie de poser, c'est en êtes-vous un peu sorti? De là où je vous parle, in utero, non. J'ai essayé en vain, mais je préfère m'en sortir avec une mot, voilà. Alors, cette sorte de mère qui, en gros, vous ne comprend pas pourquoi vous êtes sorti de son ventre, et n'a de cesse que de vous y remettre. Ce n'est pas qu'elle ne comprend pas, non, pour elle, je ne sors pas de son ventre et je ne sortirai pas de son ventre. C'était même pas une idée qui effleure son esprit, ça n'existe pas. Voilà, mais c'est l'enfant, c'est la fille qui, elle, comprend qu'on peut en sortir et qui... Enfin, elle a du mal. Oui, disons Elle a du mal parce que quand elle en sort, elle culpabilise tellement qu'elle revient. oui, c'est ça. Mais en même temps, cette négociation, elle est continuelle jusqu'à l'absorption